Voici Émilie, une jeune étudiante de l'Université Laval qui rentre chez elle après une longue journée d'école. Sa colocataire lui demande s'il serait possible de sortir le chien ce soir, car elle n'aura pas le temps de le faire. Émilie accepte avec plaisir. Aussitôt montée à l'étage, elle se met à étudier pour son examen de neurosciences du lendemain matin, pour lequel elle n'est pas tout à fait prête. C'est alors qu'une pensée l'interrompt. Elle n'a pas fait son épicerie. Une idée qui ouvra la porte à beaucoup d'autres. 4 heures ont passé et Émilie n'est toujours pas prête pour son examen. De plus, elle n'arrive plus à se concentrer. Pour couronner le tout, elle a oublié de sortir le chien alors que sa copine lui avait demandé précédemment dans la journée. Ce n'est pourtant qu'une soirée parmi tant d'autres dans la vie d'Émilie, une jeune femme atteinte d'un TDAH. Le trouble déficitaire de l'attention peut se présenter avec ou sans hyperactivité et est existant autant chez les enfants que chez les adultes. Ce trouble neurologique peut être perçu sous forme d'inattention, d'hyperactivité ou d'impulsivité. Le TDA peut induire des symptômes tels qu'une difficulté à être attentif, être facilement distrait et provoquer des oublis fréquents. Il peut même engendrer de l'agitation et une parole excessive. Finalement, on peut observer des prises de décision spontanées et même de l'impatience. Le TDA avec ou sans hyperactivité peut donc engendrer une attitude négative envers les figures d'autorité, créer des retards d'apprentissage et même provoquer de l'anxiété, pouvant à son tour déclencher une dépression, entraîner une dépendance ou une diminution de l'estime de soi. Il arrive également que le TDA cause de la procrastination. De plus, il est fréquent de constater des achats impulsifs et des dépenses injustifiées chez une personne atteinte de TDA. Mais d'un point de vue neurologique, que se passe-t-il dans le cerveau d'Émilie lorsqu'elle éprouve des difficultés causées par son TDAH? Le phénomène s'explique tout d'abord par une diminution du volume de matière grise dans les régions du cortex orbital, du noyau caudé, du striatum ventral et du cérébellum. Cela signifie que les fonctions de ces parties du cerveau sont en quelque sorte atrophiées. Ensuite, les symptômes du TDAH sont augmentés par l'interférence causée par des circuits reliant certaines parties du cerveau qui ne le seraient pas habituellement. Les 3 types de circuits relient le cortex préfrontal au striatum, le cortex pariétal au temporal et le cortex pariétal au cérébellum. La principale cause du TDAH est le dysfonctionnement des neurotransmetteurs de la dopamine. En effet, la dopamine, produite dans l'aire tegmentale ventrale, est responsable de l'attention chez l'homme. Toutefois, dans le cas d'un TDAH, il y a sous-production de la dopamine, provoquant une altération de l'attention. Plus en détail, la production de la dopamine se produit comme suit. Tout d'abord, il y a une synthèse chimique à partir de la tyrosine et des enzymes qui ensemble forment la molécule de dopamine. Ensuite, le transfert de la dopamine se produit via une vésicule qui est libérée dans la fente synaptique. Elle se fusionne ensuite sur la membrane présynaptique. Finalement, les neurotransmetteurs se fixent aux récepteurs D1 à 5 situés sur la membrane postsynaptique. Dans le cas d'une réaction cérébrale normale, la dopamine est produite en quantité suffisante. Elle est ensuite libérée dans la fente synaptique via des transporteurs dopaminergiques. Comme les récepteurs du noyau accumbens sont tous utilisés, le message envoyé au cerveau par rapport à la régulation de la motivation et du système de récompense est positif. Dans le cas d'un TDAH, la dopamine n'est pas produite en quantité suffisante. Elle est aussi libérée dans la fente synaptique via des transporteurs dopaminergiques qui sont parfois également défaillants. Les récepteurs ne sont que très peu activés. Le message envoyé au cerveau est donc négatif. La dernière cause neurologique possible du TDAH est par rapport à la défaillance de certains récepteurs et d'un transporteur dopaminergique lors de la réaction vue précédemment. Il s'agirait plus précisément des récepteurs D2, D3, D4 ainsi que le transporteur DAT. Ces derniers ne rempliraient pas leur fonction normale. Bien entendu, d'autres raisons peuvent empirer le trouble déficitaire de l'attention, tels que les facteurs génétiques et environnementaux. Existe-t-il des traitements pour diminuer les symptômes que subit Émilie? Bien sûr!
Plusieurs services sont offerts afin d'améliorer son bien-être psychologique, notamment le traitement par médication. Toutefois, on a recours à la médication seulement lorsque le TDAH a un impact négatif à plusieurs niveaux dans la vie du patient. Par exemple, il peut souffrir de rejet par les pairs, de tensions familiales ou obtenir de mauvais résultats scolaires. Il existe deux types de médicaments utilisés pour le traitement d'un trouble déficitaire de l'attention, les non-psychostimulants et les psychostimulants. Le premier type est moins utilisé car il a un délai d'action de quelques semaines. Le deuxième type, quant à lui, diminue les symptômes en moins de 24 heures, a un effet calmant et diminue l'anxiété. Il est donc plus populaire. Les psychostimulants se divisent en deux groupes également. Il y a ceux à base d'amphétamine, plus précisément de lisdexamphétamine comme le Vivancé, et ceux à base de méthylphénidate comme le Ritalin et le Concerta. Les médicaments à base de lisdexamphétamine permettent une libération continue de bienfaits sur une période de 12 heures grâce à leur association avec la L-lysine. De plus, ils augmentent la libération et inhibent la recapture de noradrénaline et de dopamine. Les médicaments à base de méthylphénidate permettent uniquement la recapture de dopamine et de norépinéphrine. Cela provoque une augmentation de leur concentration dans la fente synaptique. Contrairement au premier groupe de psychostimulants, ces derniers ne libèrent pas plus de dopamine. Pour résumer, les psychostimulants augmentent la concentration de la dopamine dans la fente synaptique, augmentant la réponse du système nerveux central à cette stimulation. Il en résulte de la motivation, de l'efficacité et de la concentration. Comme toutes les drogues, ces médicaments ont des effets secondaires à considérer, tels que des nausées, des vomissements, des pertes d'appétit et plus encore. De plus, ils peuvent malheureusement créer de la dépendance. Il faut donc être très prudent lors de la consommation de ces médicaments. Il est à noter que chaque personne étant unique, des variations sont observées d'une personne à l'autre au niveau de la dose à prendre et du médicament en tant que tel. D'autre part, certains doivent prendre leur médication de manière régulière et d'autres d'une manière plus ponctuelle. En plus de la médication, des ergothérapeutes peuvent permettre à un individu atteint du TDAH de continuer les activités et occupations qui lui plaisent de manière à ce que son estime personnelle soit grandie et ses difficultés diminuent. Tout d'abord, l'ergothérapeute procède à une évaluation de l'impact fonctionnel du TDAH en analysant son fonctionnement, sa perception et sa cognition. Il doit questionner le client sur ses difficultés, à savoir comment ils influencent ses occupations. Cela lui permet ensuite de pouvoir cibler des solutions adaptées à son client. Ensuite, l'ergothérapeute renseigne les professeurs et les collègues de travail sur le TDAH, organise des conférences à ce sujet et des rencontres individuelles avec l'entourage. Finalement, l'ergothérapeute a un soutien direct, c'est-à-dire auprès de la personne atteinte du TDAH, et indirect, c'est-à-dire par rapport à son environnement et son entourage. En conclusion, le TDAH est causé par un débalancement de la concentration de la dopamine dans le système nerveux central, causant de graves conséquences chez la personne atteinte. Toutefois, ce trouble neurologique est traitable autant par la médication que par le soutien environnemental. Courage, Émilie, c'est surmontable!